Ok. L'chaim, l'chaim, baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam שהכל נהיה מדברו. Amen. C'est marqué dans Masechet Ta'anit, page Zayin, page 7 de Masechet Ta'anit, c'est marqué que la Torah est comparée à l'eau et la Torah est comparée au feu. Alors la Gemara pose la question là-bas, pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Alors la Gemara nous répond, elle dit parce que l'eau, partout où tu le verses, elle va toujours chercher l'endroit le plus bas. D'accord? Si tu verses de l'eau, ça va toujours couler vers le plus bas. On veut dire que la Torah aussi se trouve chez les gens qui s'annulent devant Hachem. Des gens qui annulent leur passion pour venir étudier la Torah. La Torah ne se trouve pas chez les gens, c'est marqué, la Torah n'est pas à l'autre bout de la mer et la Torah ne se trouve pas dans le ciel. Et Tosfot explique, dans de la Gemara, ça veut dire quoi? À l'autre bout de la mer, c'est les gens qui se prennent pour des gens qui sont très grands comme des océans, ou bien qui se prennent haut comme le ciel. Et donc, on voit de là-bas que la Torah vient chez ceux qui se font très petits. Et donc, c'est exactement ce qui se passe dans un cours de Torah comme ça, en pleine journée maintenant, puisque on était à 8h du soir, c'est encore la journée. Quelqu'un qui décide de quitter sa maison pour venir étudier la Torah, il est en train de faire très petit ses passions, de mettre tout de côté pour venir étudier la Torah. C'est un mérite remarquable, un mérite qui lui reste éternel. Et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que chacun d'entre vous, d'entre nous, soit béni Bezrat Hashem dans tout ce qu'on désire. Et ceux qui ont besoin d'une parnassa, qui trouvent très rapidement une bonne parnassa qui est durable, qui va leur permettre de progresser dans toutes les bonnes choses, Bezrat Hashem, et ceux qui ont déjà une parnassa, alors que Kadosh Baruch Hu les aide dans tous les domaines de trouver son mazal, et Bezrat Hashem aussi avoir une bonne santé, une longue vie, et toutes les brachot, l'chaim, l'chaim. Amen, merci beaucoup. Alors on se trouve actuellement dans la Masechet Baba Metzia, dans Perek Elu Metziot. Ici on est en train de parler, comme on a commencé la semaine dernière, on a parlé de trouvailles. Alors on va se focaliser sur ce que Rav Yitzhak a dit la semaine dernière. Rav Yitzhak nous a dit, si tu viens dans un entrepôt et tu vois des fruits éparpillés, sache que d'abord tu dois mesurer, voir combien les fruits sont éparpillés, et en fonction du résultat de la dispersion des fruits, tu peux savoir si tu peux les prendre ou tu ne peux pas les prendre. Alors Rav Yitzhak nous a dit comme ça, si tu as un cave, je vais dire le mot cave, mais cave c'est environ kilo, d'accord, c'est 1,3 kg. Donc si tu as un cave qui est dispersé sur 4 amotes, sur 2 mètres sur 2 mètres, tu peux les prendre. Si tu as sur moins que 4 amotes, alors tu ne peux pas les prendre. Pourquoi? Alors, la raison logique est la suivante, parce que, en fait, la personne ne veut pas se fatiguer. Quelqu'un ne veut pas se fatiguer pour rien. Si ces fruits sont vraiment éparpillés sur un espace de 2 mètres sur 2 mètres, la personne se dit quoi, je vais encore me casser la tête pour venir chercher et commencer à partir à droite et à gauche, et chercher les fruits qui sont à droite, les fruits qui sont à gauche. Je les abandonne, d'accord? Donc ça c'est la règle que Rabbi Yitzhak nous a dit. Si les fruits sont éparpillés 2 mètres sur 2 mètres, tu peux les prendre, bien sûr quand c'est un entrepôt, qu'on a déplacé la marchandise, ce qui reste tu peux prendre à condition que ce soit éparpillé. Et là la Gemara va nous poser une série de questions en fonction de cette règle. On va essayer en fait de mieux comprendre la règle de Rabbi Yitzhak, et la réponse finale sera une réponse qui sera très intéressante, une réponse qu'on découvrira ensemble. Alors on est maintenant dans la page Chaf Aleph, page 21. On va commencer Ba'er Rabbi Irmia. Vous voyez, c'est environ après le mot Gemara. C'est 10 lignes après, en dessous du mot Gemara. La ligne commence par Mafkar Lehu. Ouais. Voilà, tu vois, la ligne Ba'er Rabbi Irmia. C'est bon, t'as trouvé? C'est bon, t'as trouvé? Ba'er Rabbi Irmia. Rabbi Irmia pose une question. Alors Rabbi Yitzhak c'est poser une question. Oui, c'est
c'est-à-dire demander. Il demande Rabbi Yirmiyah. Chatzi kav bishte amot mahu. Rabbi Yitzhak nous a dit que si tu rentres dans un entrepôt et tu trouves un cave dispersé sur 4 amot, tu peux les prendre. Mais si je trouve un demi-cave sur 2 amot, est-ce que je peux les prendre aussi? Est-ce que c'est proportionnel ou pas? Alors, quand on pose une question, il faut comprendre pourquoi tu as posé la question. Chaque question a sa logique derrière. Et là, la Gemara va commencer à nous expliquer la logique de la question. En fait, ça va dépendre du pourquoi de Rabbi Yitzhak. Pourquoi un homme abandonne des fruits de la mesure d'un cave qui est dispersé sur 4 amot? Pourquoi? Kav barba amotam amay mishum de nafish tirchayu chatzi kav bishta amot kivan de nafish tirchayu mafkar lehu od dilma mishum de lo chashive. Alors voilà, Rabbi Yitzhak, on essaie de le comprendre. Pourquoi tu dis que quand il y a un cave qui est dispersé sur 4 amot, la personne l'abandonne? Pourquoi? Est-ce que parce que c'est trop difficile de faire le tour des 4 amot pour chercher les fruits, donc c'est pour ça que la personne abandonne? Si tu dis que c'est ça la raison, alors quand c'est sur 2 amot, pas sur 4 amot, est-ce que la personne abandonne? Non. Si tu dis que la raison pourquoi la personne abandonne quand c'est dispersé sur 4 amot, c'est parce que la personne ne veut pas se casser la tête à faire le tour des 4 amot pour chercher les fruits, alors quand c'est dispersé que sur 2 amot, la personne ne va pas les abandonner parce qu'il sait que la distance n'est pas si importante. Bonjour. Donc, ça va, Baruch Hashem. Vous avez des tirs. Bonjour. Comprenez que moi. Médecin, Père et médecin. Ou bien on va dire que non. Tu sais pourquoi un homme abandonne ses fruits quand c'est un cave qui est dispersé sur 4 amot? C'est parce que, à ses yeux, un cave, c'est rien du tout. Ça vaut pas le coup de venir pour un cave. Donc lorsque c'est un demi-cave, à plus forte raison que c'est rien du tout. Donc c'est pas proportionnel. Donc en fait, la question de Rabbi Yirmiyah, elle est plus large. Sa question est la suivante. Rabbi Yitzhak nous a dit une règle et il ne nous a pas dit le pourquoi de sa règle. Il nous a dit comme ça. Si, quand tu rentres dans l'entrepôt, les fruits sont dispersés, c'est d'abord la quantité, c'est 1 cave, 1 kilo, qui est dispersé sur 4 amot, tu peux les prendre. Tu peux être à 100% sûr que le propriétaire les a abandonnés. Donc la question qu'on demande dit pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le propriétaire abandonne ses fruits? Est-ce que c'est la distance, la dispersion, ça l'embête de faire le tour de 4 amot, donc il dit tu sais quoi, je les laisse tomber? Ou bien c'est pas la dispersion qui le dérange, c'est la quantité qui est infime pour lui. Un cave, ça vaut pas le coup de se fatiguer à venir les chercher. Et qu'est-ce que ça va nous changer de savoir ça? Ça va nous changer dans un cas où il y a seulement un demi-cave sur 2 amot. Si tu dis que ce qui dérange le propriétaire, c'est la dispersion de 4 amot, là c'est que 2 amot, donc moi j'aurais pas le droit d'y toucher. Je veux dire attention, ici il n'y a que 2 amot. C'est sûr que le propriétaire va venir les chercher, parce que 2 amot, ça ne dérange pas autant que 4 amot. Mais si tu vas dire que ce qui dérange le propriétaire, c'est pas la dispersion, c'est la quantité de 1 cave pour lui c'est rien du tout, alors c'est sûr qu'un demi-cave ça va être rien du tout. Et il ne répond pas à cette question. Il pose encore une autre question, et comme ça il va en poser encore 4 ou 5, et puis à la fin on verra une réponse très intéressante. Alors là il pose une autre question. Kabaim bishmona amot. Disons que tu rentres dans un entrepôt et tu trouves 2 caves qui sont dispersées, pas sur 4 amot, mais sur 8 amot. Donc c'est encore une fois une question de proportion. Rabbi Yitzhak t'a dit, si tu trouves un cave dispersé sur 4 amot, tu peux le prendre. Et quand c'est 2 caves sur 8 amot... Tout dépend, qu'est-ce qui te dérange? Alors voilà, donc en fait, tout dépend de ce qui va déranger le propriétaire. Comment on peut ça? Alors non, nous on essaie de se mettre à la place du propriétaire, parce que Rabbi Yitzhak nous a donné un indice. Il nous a dit, sache que le propriétaire, quand ses fruits sont dispersés sur 4 amot et c'est une mesure d'un cave, il ne viendra pas les chercher. Il ne vient pas les chercher. Et donc nous on essaie de se mettre à la place du propriétaire, on essaie de comprendre pourquoi le propriétaire abandonne ses fruits dans un tel cas, dans un cas de cave barba amot. Alors il dit comme ça, alors si tu me dis que la raison pourquoi le propriétaire les abandonne, parce que pour lui 4 amot,
faire le tour de 4 amotes, c'est agaçant. Alors quand c'est sur 8 amotes, à plus forte raison que c'est agaçant. Donc c'est sûr qu'il ne va pas venir les chercher. Donc quand je vois des fruits dispersés sur 8 amotes, je peux les prendre. Mais si tu me dis que non, pourquoi dans ce que Rabbi Yitzhak nous a dit, cave sur 4 amotes, le propriétaire les abandonne, c'est pas parce que la distance est trop importante, mais c'est parce que la quantité est trop infime. Alors quand c'est 2 caves, c'est sur 8 amotes, le propriétaire ne va pas les abandonner. Donc encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce qui entraîne le propriétaire à abandonner. Est-ce que c'est la dispersion qui l'embête et donc il abandonne, ou bien c'est la quantité? Et on voit que ça change énormément de savoir pourquoi le propriétaire abandonne ses fruits. Ok? Autre cas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand les fruits sont dispersés un caf sur 4 amotes, qu'est-ce que Rabbi Yitzhak nous a dit? Tu peux les prendre, le propriétaire les abandonne. Ah bon? Et si c'est des fruits, c'est pas des pommes qui coûtent $1 le kilo, c'est des grains de sésame. À l'époque de la Gemara, les grains de sésame, ça coûtait très cher. Est-ce que Rabbi Yitzhak va aussi nous dire cette même logique, que quand c'est un caf sur 4 amotes, le propriétaire les abandonne? Quand c'est des pommes, je veux bien comprendre que bon, des pommes, ça n'a pas une grande valeur. Mais quand c'est des grains de sésame, la Gemara nous pose la question. Alors ici on parle d'un entrepôt qui a été déplacé. Toi tu as de la marchandise dans un entrepôt, tu as de la marchandise et tu as tout déplacé. Tiens, prends la main. Tu as un entrepôt, tu as déplacé des tonnes et des tonnes de blé. Tu as déplacé tout ton blé. Et moi je rentre après que tu as fait ton déplacement et voilà ce que je trouve. Je trouve la récolte dispersée sur 4 amotes. Je trouve 1 kilo sur 4 amotes. Rabbi Yitzhak me dit, si tu vois 1 kilo sur 4 amotes, tu peux le prendre, il ne reviendra pas pour ça. Le problème c'est que Rabbi Yitzhak ne nous a pas dit pourquoi il ne reviendra pas. Il ne nous a pas dit est-ce qu'il ne reviendra pas parce que 4 amotes c'est trop lourd à faire le tour, ou bien il ne reviendra pas parce qu'un caf c'est rien du tout pour lui. Et qu'est-ce que ça nous change de savoir? Ça va nous changer. Si tu dis que ce qui le dérange c'est les 4 amotes, alors quand c'est sur 2 amotes, j'ai pas le droit d'y toucher. Si tu me dis que ce qui le dérange c'est la quantité du cave, le cave c'est pas une quantité suffisamment importante pour revenir, donc quand c'est un demi-cave, c'est sûr que je peux le prendre. Et quand c'est 2 caves, c'est sûr que j'aurais pas le droit de prendre. Et maintenant la question que la Gemara nous pose, c'est imagine-toi que les fruits qui sont dispersés cave d'arba amot, c'est pas des fruits ordinaires, ce sont des grains de sésame. Des grains de sésame, c'est des fruits ça coûte très cher. Du moins à l'époque de la Gemara, ça coûtait très cher. Est-ce que Rabbi Yitzhak aussi va nous dire que si les grains de sésame sont éparpillés, un caf sur 4 amotes, tu peux les prendre? Alors ici aussi, il y a deux raisonnements. Un raisonnement nous dit que cette fois-ci, non. Rabbi Yitzhak nous a parlé de blé, par exemple. Le blé, on peut en trouver facilement. Le blé, le propriétaire va se dire, tu sais quoi, je les abandonne. C'est quoi un kilo de blé? Je viens de déplacer 10 tonnes. Qu'est-ce que c'est un kilo de blé? Mais quand il s'agit de grains de sésame, ça coûte très cher le grain de sésame. Donc le propriétaire va dire, non, grains de sésame, tu touches pas à ça. Je vais revenir les chercher. Ou bien... De là, on apprend de tout ce qui est de valeur, ça fall dans le même... Ah, mais c'est évident. C'est évident que tout ce qui a de la valeur, quelqu'un n'abandonne pas facilement. Ou bien je vais dire que non, chez Rabbi Yitzhak, pourquoi Rabbi Yitzhak nous a dit que quand c'est un caf sur 4 amotes, le propriétaire abandonne? C'est parce que il ne veut pas se fatiguer il ne veut pas se fatiguer à ramasser les 4 amotes. Alors qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yitzhak dans le cas des grains de sésame? Est-ce qu'il va abandonner ou il ne va pas abandonner? Bien sûr qu'il va abandonner. Si déjà pour lui les épis de blé c'est fatigant, alors des grains de sésame, tu crois qu'il va venir se casser la tête pour ramasser les grains de sésame? Non, je dis que les grains de sésame ça vaut beaucoup. Ouais, alors il y a 2 raisonnements, il y a 2 façons de voir la chose, il y a 2 façons de raisonner. Une façon de raisonner de dire que Rabbi Yitzhak parlait d'épis de blé qui n'ont pas de grande valeur, c'est pour ça que le propriétaire l'abandonne. Mais moi j'ai pas le droit d'y toucher aux grains de sésame parce que ça coûte très cher. Ça c'est une façon de raisonner. Ou une autre façon de raisonner de dire non, c'est la même chose. Les grains de sésame c'est comme le blé. Pourquoi c'est comme le blé? C'est vrai que c'est pas la même valeur, mais la raison pourquoi dans le blé le propriétaire abandonne, c'est parce qu'il ne va pas se fatiguer. Alors à plus forte raison que dans les grains de sésame, il ne voudra pas se fatiguer. Tu te fatigues pour une grande valeur et tu ne te fatigues pas pour une petite valeur. Ah, alors
Tu veux dire que comme c'est une grande valeur, le propriétaire, Je me fatigue. ok, Je sais que je vais gagner tant, ça me dérange pas de me fatiguer, mais ça me motive plus à faire le travail. Si je vais gagner peu, ok, je peux me dire là, je ne peux pas me donc déranger. là, tu es en train de revenir dans le premier raisonnement que tu mets en... Je mets la valeur. Tu mets la valeur en valeur. Sur l'occasion. Ok, tu retombes sur le premier raisonnement. Mais après, il y a un autre raisonnement qui va te dire qu'en réalité, le propriétaire qui a déplacé sa marchandise, lui, il en a rien à faire de la valeur. Surtout pas dans le Pourquoi cas. il aurait laissé Il est tombé. Non, pourquoi il l'aurait laissé? Il avait plus de pain dans son chariot. Ah, ça y est, c'est la laissé. Ah mais on sait pas nous. Si on sait, dans ce cas-là, on n'a pas bien étudié. Là. On sait. Si on sait, on n'a qu'à aller le voir. On lui dit, écoute, est-ce que tu me laisses prendre ton cave ou pas? Il va te répondre. Ici, il s'agit d'un cas qu'on rentre dans un entrepôt. Je trouve un cave de grains de sésame par terre. Je me rappelle de ce que Rabbi Yitzhak m'a dit, que le propriétaire a tendance à abandonner sa marchandise quand c'est un cave sur 4 amot. Et juste avant de prendre, je me dis, mais attends une seconde. Rabbi Yitzhak, il a parlé de quoi? De blé. Là, c'est des grains de sésame. Et là, tout de suite, j'ai deux raisonnements qui viennent. Un raisonnement qui me dit, attention, les grains de sésame, ça coûte plus cher, donc le propriétaire ne va pas l'abandonner. Et un autre raisonnement qui va dire, non, ça aussi, il va abandonner. Parce que ce qui le dérangeait dans le blé, ce n'est pas la valeur. Ce qui l'entraînait dans le blé à abandonner, c'est pas parce que le blé ne coûte pas cher, c'est parce qu'il ne veut pas se casser la tête à ramasser des choses qui sont éparpillées, trop éparpillées. Et donc les grains de sésame, c'est sûr qu'il ne voudra pas se casser la tête, et donc c'est sûr que je pourrais. On n'a pas encore de réponse, on va encore énumérer quelques petits cas, et on va voir c'est quoi la réponse finale. Réponse très intéressante. Pardon? On est où? On est dans Daf Rafalef, la première page, vers le bas de la page. Aujourd'hui, on considérait les grains de sésame comme tout autre fruit. Hein? Aujourd'hui, on considérait. Aujourd'hui, oui. Peut-être qu'aujourd'hui, la valeur n'est plus comme avant. Et puis, la Gemara continue. Kav tamre barbamot. Imagine-toi, quand tu rentres dans l'entrepôt, tu trouves un cave, tu trouves donc une mesure, comme ce que Rabbi Yitzhak nous a dit, donc c'est la mesure de un cave sur 4 amot. Mais c'est quoi? C'est des tmarim, c'est des dattes. Ou bien, ce sont des grenades. Alors là, tout de suite, on a aussi deux raisonnements qui viennent à l'esprit. Un raisonnement qui dit, je peux les prendre. Rabbi Yitzhak nous a dit, quand c'est un cave qui est dispersé sur 4 amot, je peux prendre parce que le propriétaire ne viendra pas. Parce que le propriétaire l'abandonne. Mais après, j'ai un raisonnement qui me dit, non. Pourquoi le propriétaire abandonne? Parce que Rabbi Yitzhak parlait d'épis de blé. Épis de blé, jusqu'à que tu arrives à l'attraper, il faut que tu te roules par terre jusqu'à que tu vas réussir à l'attraper. Par contre, quand il s'agit des grenades, quand c'est un cave de grenades, c'est beaucoup plus facile à récupérer. Alors peut-être que Rabbi Yitzhak changera d'avis quand c'est des grenades ou des dattes. Donc, tu as compris les deux façons comment... Ça va pas avoir aussi avec la péremption du produit, un produit qui va... Ah oui, Est-ce que la semaine dernière, on avait pris un autre exemple? oui. C'est-à-dire si tu vois que le produit va périmer demain, hein, donc... D'un côté, il y a aussi ces deux questions qui viennent. Peut-être qu'il va venir tout de suite prendre son produit parce qu'il sait que la date c'est demain. Ou bien il va dire, bon, de toute façon il reste qu'un jour. Pardon? La semaine dernière, c'était quoi l'exemple qu'on avait pris? C'était pas des grains de blé, c'était aussi un objet d'une bonne taille, d'une taille conséquente, facile à ramasser. Comment on a commencé avec moi? Non, ça c'était autre chose. Là-bas on avait parlé de... La semaine dernière on avait étudié la Mishnah. La Mishnah parle de plein de... On a parlé aussi de quand un cave sur 4 amot, est-ce que le propriétaire y revient? Oui, on a parlé de pommes, on a parlé de plusieurs idées, mais... La pomme, c'est pareil que les dates aussi. Ok, mais la pomme c'était juste un exemple, c'est pas ce que Rabbi Yitzhak nous a dit. Rabbi Yitzhak nous a donné une règle. Quand c'est dispersé un cave sur 4 amot, tu peux prendre. Tu peux être sûr que le propriétaire l'abandonne. Alors pourquoi là on parle de la taille, de qu'est-ce qui est... Alors c'est ça, Rabbi Yirmiya, au début du show on a expliqué ça. Rabbi Yirmiya veut comprendre la règle de Rabbi Yitzhak, parce que la règle de Rabbi Yitzhak elle est très générale, on ne comprend pas ce qu'il nous a dit. Il nous a dit quand c'est un cave sur 4 amot. Et si c'est un cave de grains de sésame, est-ce que Rabbi Yitzhak aussi va nous dire que je peux le prendre? Ça coûte très cher. Ou bien non? Rabbi Yitzhak, il est resté dans la forme générale, parce que dans tous les cas, la personne peut prendre. Pourquoi? Parce que ce qui dérange réellement le propriétaire, c'est le fait que ce soit trop dispersé. Donc, que ce soit des grains de sésame, du blé, pas du blé. La même chose ici, on a posé la question par rapport à si c'est des grenades ou si c'est des dattes, etc. etc. Donc, on avance de Gabriel Monet. Pardon? C'est des gros fruits comme la pastèque. J'oublie. Ah ben c'est ça. Non, c'est la question.
Alors si tu dis que ce qui dérangeait le propriétaire, Il y en a qui te disent oui ou non, après ils te disent si c'est 2 4 sur 8 à mode, c'est proportionnel fois 2. Cette distance entre chacun Maintenant, des tout flux dépend. ne soit pas Est-ce que aussi tu grande considères que ces dames. Que ce qui Et te là, dérange, il faut parler de c'est 4 la taille amotes. de chercher, si c'est que 4 mètres carrés qui te dérange, c'est ça qui Ou c'est la taille du ou produit. si c'est le produit qui dérange. Qu'est-ce qui dérange qu'est-ce qui entraîne le propriétaire à abandonner son cave? Est-ce que c'est le fait que le produit n'a pas de valeur pour lui, quand c'est un cave, donc il n'y a pas de valeur, donc il ne va pas se casser la tête pour venir le chercher, ou bien c'est le fait que le produit est trop dispersé. Et c'est pour ça que la Gemara nous pose plusieurs questions. Si, par exemple, c'est des grenades ou bien des dattes, là c'est plus comme du blé, là on parle de quelque chose de beaucoup plus consistant. Est-ce que dans ce cas-là aussi, Rabbi Yitzhak va nous dire que le propriétaire l'abandonne? Et donc, regardez la réponse phénoménale que la Gemara nous donne à la fin. C'est la dernière ligne du Hamoud. Alors, qui va de la Feshachol le Wafkalahu, Mai, quel est le din? Teiku. Teiku, c'est la réponse. Prends-le. Non. C'est quoi Teiku? C'est quoi Teiku? Teiku en araméen, ça veut dire match nul. Ça veut dire aujourd'hui en hébreu moderne on utilise le mot teiku. Ils l'ont pris de la Gemara pour dire match nul. Quand tu dis il y a un match de foot et c'était match nul, ils disent c'est teiku. Et ça veut dire quoi teiku dans la Gemara? Dans la Gemara ça veut dire qu'on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. On reste dans un safek. C'est normal. On reste dans un safek. Et il y en a même qui disent que le mot teiku c'est des abréviations des rachetevot. Tav c'est Tishbi, c'est Eliyahu Hanavi qui vient de la ville de Tishbi. Tishbi, Yud c'est Yetaretz, Kuf c'est Kushiot, Vav c'est Ubariot. La traduction ça veut dire Eliyahu Hanavi nous répondra aux questions et aux problèmes. C'est-à-dire la réponse c'est on attendra qu'Eliyahu Hanavi nous dira la réponse. Teiku. Parce que quand Rabbi Yitzhak nous a dit sa règle, Tishbi c'est Eliyahu Hanavi, la ville d'où Eliyahu Hanavi vient, Tishbi. On dit Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi. En Israël. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi. Tishbi c'est quoi Tishbi? Tishbi c'est la ville d'où Eliyahu Hanavi vient. Alors Teiku c'est quoi? C'est les rachets des votes Tishbi et Taretz Kushot Ve'ibariot. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, maintenant je rentre dans l'entrepôt, je fais quoi? Mais c'est normal parce que c'est au cas par cas. Tu peux pas savoir ce que chacun le dérange. Il y a des Regarde. personnes qui. Il faut savoir une chose que c'est vrai que c'est au cas par cas, mais après nous la justice doit avoir une règle. Là, dans la justice, ils te disent de Alors là, comme ça un safek, alors il y a un principe. Quand tu as un safek dans une halakha, un vrai safek, pas un safek que je connais pas moi la halakha, un safek que même la Gemara a eu. C'est pas un safek que j'ai pas étudié le Shulchan Aruch, alors je connais pas la halakha. Un vrai safek. Alors quand il y a un safek dans la Gemara, on dit comme ça. Ça va dépendre si le safek c'est sur un péché de la Torah ou un péché des Chachamim. Si c'est un péché de la Torah, sfeka d'oraita lechumra. Toujours on va vers le côté de rigueur. Quand c'est un safek de la Torah, on ne fait pas. Quand c'est un safek des Rabbanan, on fait. Par exemple, tu as mangé et tu ne sais plus si tu as fait Birkat Hamazon ou pas. Alors, ça va dépendre. Birkat Hamazon, c'est d'Oraïda. Ah, mais ça dépend. Ça dépend. La Torah, elle te dit Va'achalta ve'savata. Tu vas manger, tu vas te rassasier, oui. Regarde, on dit que les malachim, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, ils ont dit dans ta Torah, tu as marqué que tu favorises personne. La loi, c'est la loi, n'est-ce pas? Tu es pas nosé panim. Tu ne favorises personne. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans Birkat Kohanim? Qu'est-ce que tu fais aux Juifs? Issa Hashem panav elecha. Tu vas favoriser les Juifs. Alors les malachim, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, ils ont dit ça veut dire quoi ça? Tu fais deux mesures à Kadosh Baruch Hu. D'un côté tu marques que tu favorises personne, et d'autre côté tu marques Issa Hashem panav elecha. Dieu va te favoriser. Et là Kadosh Baruch Hu a répondu aux malachim, il dit est-ce que j'avais le choix? Moi j'ai dit aux Juifs de me faire la bracha de Birkat Hamazon seulement quand ils sont rassasiés. Quand ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils font Birkat Hamazon. Et eux, ils ont pris sur eux-mêmes, de faire Birkat Hamazon même s'ils mangent 30 grammes de pain. Parce qu'aujourd'hui,
on fait Birkat Hamazon, même si tu manges 30. Est-ce que quand tu manges 30 grammes de pain, tu es rassasié? Pas moi. Alors, on voit bien que les Chachamim ont rajouté sur la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, c'est de faire Birkat Hamazon quand tu es rassasié. Tandis que Midera Banan, on a rajouté que même quand tu n'es pas rassasié, le fait que tu as mangé 30 grammes de pain, déjà tu as un chiyuv de Birkat Hamazon. Et donc là, imagine-toi quelqu'un a mangé 30 grammes de pain et il ne sait pas s'il a fait Birkat Hamazon ou pas. Il ne sait pas. Alors son Birkat Hamazon, admettons qu'il soit chayav de faire Birkat Hamazon. Est-ce que c'est un Birkat Hamazon de la Torah ou c'est un Birkat Hamazon des Rabbanan, des Chachamim? C'est un Birkat Hamazon des Chachamim parce que la Torah te demande de faire Birkat Hamazon seulement quand tu es rassasié, n'est-ce pas? Lui, il a mangé que 30 grammes. Donc son Birkat Hamazon, ce n'est pas un Birkat Hamazon de la Torah. Donc puisque son safek, c'est un safek des Rabbanan, c'est un safek sur une obligation rabbinique, alors il ne refait pas Birkat Hamazon parce qu'il n'a pas été rassasié. Par contre, si tu as un doute après être rassasié, tu as mangé, grâce à Dieu, tu as bien mangé, tu es bien rassasié, et après tu ne sais plus si tu as fait Birkat Hamazon ou pas, étant donné que tu es rassasié, là ton Birkat Hamazon, il a une force de la Torah, parce que la Torah te dit Vachalta vesavata. Quand tu es rassasié, ton Birkat Hamazon, il est de la Torah. Si tu as un safek, est-ce que tu as fait ou pas Birkat Hamazon, tu dois le refaire. Parce que sfeka deoraita lechumra. Ok? Quand tu fais le jugement au fond, tu sois rassasié même de pain ou bien ça peut être rassasié? Non, on parle de pain là-bas. Vachalta vesavata be'arta et hashem al-kecha. On parle là-bas de pain. Le fait d'être rassasié, c'est du pain. Par contre, quelqu'un qui mange des fruits, il mange des kilos de fruits et il est rassasié. D'après la halakha, c'est pas considéré qu'il est vraiment rassasié parce que d'après la halakha, ce qui rassasie, c'est seulement ce qui vient à base de céréales. C'est pour ça que par exemple, quand tu manges par exemple des gâteaux, oui, et encore un morceau, et encore un morceau, et encore un morceau sur des bons gâteaux, des bons cakes, ou bien tu manges une mafleta, et encore une mafleta, et encore une autre mafleta, et une après l'autre, à la fin tu es rassasié, tu rentres dans un safek de faire Birkat Hamazon. Tu dois faire Birkat Hamazon. Même sur que des gâteaux? Oui. C'est vrai. Parce que le fait que tu sois rassasié, ça fait que tu es rassasié à base des 5 céréales. Mais si on ne sait pas qu'on a fait Birkat, il faut refaire. Ça dépend dans quel cas. Si tu as été rassasié, là ton Birkat Hamazon, il a une force de la Torah, parce que la Torah te dit que quand tu es rassasié, tu dois faire Birkat Hamazon, et donc tu dois le refaire. Si par contre tu n'es pas rassasié, tu as juste mangé du pain, tu as juste mangé 30 grammes, Donc ça compte pas comme bracha levata. Quoi? Si on a déjà fait la Birkat et on s'est rassasié, et on non, ne sait pas qu'on l'a fait. Non. Par contre, juste un petit détail par rapport à cette halakha. Vous savez que quand on fait Netilat Yadayim, on est obligé de manger au moins 54 grammes de pain. Parce que pour le Birkat Hamazon, ça suffit 30 grammes. Par contre, pour Netilat Yadayim, il faut kabetza, chazak. Kabetza. Seulement si tu as mangé kabetza, tu peux faire Netilat Yadayim avec une bracha. Si un jour tu sais que tu as mangé du pain, mais tu as mangé moins que 54 grammes. Non, tu fais Netilat, mais sans bracha. Et si on n'a pas fait Netilat, on Je peut lave les mains sans dire Netilat. Pardon? Je lave les mains sans dire Netilat. Oui, non, sans faire la bracha, oui. Si tu sais que non, tu n'as pas de bracha, pas de bracha. Ici, si on sait pas, C'est avant, tu fais la bracha avant. Ni Hachef, ni déjà nous. Tu sais ce que tu as mangé. si on n'a pas fait Netilat, On te saoule, et vas-y. Par exemple, tu viens de te lever de table, d'accord, c'est en hiver, tu as mangé chez quelqu'un très tard, 3h30, tu as fini de manger. Mincha, 4h. 4h30, c'est Oudash Lishit. Ça, tu peux plus. Il n'y a pas tu peux plus, tu dois manger normalement. Si tu as le minac de faire moutsi, tu dois manger du pain, d'accord? Mais tu sais que tu n'as pas mangé plus que 30 grammes de pain. Tu as mangé juste 30 grammes pour faire Birkat Hamazon, mais tu n'as pas mangé plus que ça. Tu as mangé un petit peu. Donc là, tu fais Netilat Yadayim, tu ne fais pas de bracha. Pourquoi tu ne fais pas de bracha? Parce que pour faire une bracha sur Netilat Yadayim, c'est seulement quand tu as mangé 54 grammes, kabetza. Ok, donc ça c'était le premier point du shiur de ce soir. On a déjà la règle de Rav Yitzhak, que lorsque les fruits sont éparpillés un cave sur 4 amot, on peut les prendre parce que le propriétaire les abandonne. On a fait une recherche. Pourquoi le propriétaire les abandonne? Est-ce que c'est parce que c'est trop dispersé donc il ne va pas se fatiguer, ou parce qu'un cave ça n'a pas de valeur pour lui? Et en fonction de ça, on a eu la différence par rapport si c'était 2 caves sur 8 amot, si c'était un demi-cave sur 2 amot, si c'était des grains de sésame, si c'était des dattes
et des grenades. Et à la fin, quelle est la réponse finale? Qu'est-ce qui dérange le propriétaire? Eliyahu Hanavi nous le dira. Teiko. Ok? Maintenant, on va passer dans une nouvelle sugia très intéressante. On a expliqué la semaine dernière que lorsque quelqu'un abandonne un objet, celui qui le trouve, l'objet devient à lui. Quand une personne abandonne un objet, par exemple, je te vois, tu prends ton imprimante, et tu la poses dans la rue. Comme ce qui arrive tous les jours. Voilà. Et moi, je viens, je la prends. Tu peux dire, attends, une seconde. C'est quoi? Rends-la. Je viens d'avoir un texte de Costco qu'ils en ont plus. J'en ai commandé une nouvelle et il n'y en a plus. Et non, ça marche pas. Et donc, je veux la récupérer. J'ai dit, d'après la halakha stricte, pas celui qui veut bien faire. Bien faire, c'est les fnim et shuratalin. Étant donné que tu l'as abandonné, dès que tu l'abandonnes, celui qui veut, il peut venir la prendre et c'est à lui. D'accord? C'est évident, c'est Yehush. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui est considéré comme abandonné? Abandonner, c'est de faire une action qui montre au grand jour que tu te sépares de toute propriété de cet objet-là. D'accord? Quand par exemple tu prends ton objet, tu le mets dans la rue, dans un domaine public, tu le déposes là-bas. Donc là, c'est clair que tu l'abandonnes. Demain, j'attends ma femme qui doit venir avec la voiture, je dois mettre dans Je connais pas les gens qui, je connais pas encore des gens qui entreposent des choses dans la rue, des choses qui. Non, je parle de cette genre 10 minutes, je vais chercher. Ah bah non, ok. Là, j'ai pas le temps, c'est déjà lourd. Tu laisses une note. Tu laisses une note, voilà, tu laisses une note. Maintenant, Si tu laisses des notes, tu cantes. c'est une note comme ça. Il cherche la petite bête. Des steaks. Ils te disent des sûr. Et maintenant, on va un autre cas d'abandon. Si par exemple quelqu'un perd un objet qui n'a pas de siman, un objet qui n'a pas de signe distinctif, son nom n'est pas écrit dessus, peut prendre. et cet objet-là est identique, il y en a 100 000 les mêmes, d'accord? C'est dans un endroit public. Dans un domaine public. Sur Fifth Avenue. Quelque part il y a plus de non-juifs que de juifs qui passent. Et donc, non, c'est pas tu dois faire Yehush, c'est que tu fais Yehush. Ok, tu fais Yehush, c'est clair. Maintenant, comment on sait s'il a fait Yehush ou pas? En général, c'est par une phrase. Rashi va nous dire, si je l'entends dire Vaï le chesrankis. Chesrankis, ça veut dire des pertes. Il dit. Vaï, ça veut dire, Vaï, c'est en araméen, ça veut dire dommage. Dommage pour ce que j'ai perdu. Dommage, j'ai perdu ma montre. Dans sa montre, il y en a des milliers les mêmes, ok? Et quelqu'un la trouve dans la rue, il la prend et elle est à lui. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de siman, et on a entendu clairement la personne faire Yehush, donc le Yehush a enlevé la propriété de cette personne sur cette montre, et donc maintenant il peut venir se servir. Celui qui veut peut venir se servir. Maintenant, écoutez la question de la Gemara, une question très intéressante. Imagine-toi que quelqu'un a perdu sa montre, donc tu as perdu ta montre. Rouven a perdu sa montre. Shimon la prend. D'accord? Rouven a perdu sa montre à midi. Shimon la prend à 1h. Il l'a trouvée à 1h. Et Rouven s'est rendu compte qu'il a perdu sa montre qu'à 6h du soir. D'accord? Donc quand est-ce qu'il va faire le Yehush? À 6h. Jusqu'à 6h, il ne s'est pas encore rendu compte qu'il a perdu sa montre. Mais Shimon a déjà pris la montre à 1h de l'après-midi. Alors écoutez la question de la Gemara. Reuven, tôt ou tard, il finira par faire Yehush. Ça c'est sûr. Non, on ne sait pas quand. Non, il finira par faire Yehush. Dès qu'il se rendra compte qu'il a perdu sa montre, il fera Yehush. Ah, mais des fois, tu veux pas faire. Concrètement, il n'a pas fait Yehush. Concrètement, il n'a pas encore fait Yehush, oui. Est-ce que le Yehush qui arrive à 6h, étant donné que le Yehush va arriver obligatoirement, ça fait que Shimon, dès l'instant qu'il prend la montre est déjà à lui, malgré que Reuven n'a pas encore fait Yehush dans son conscient. En fait, si on peut définir cette question de la Gemara, ça s'appelle un Yehush dans son subconscient. C'est un Yehush automatique. Alors toi, tu tiens que c'est un bon Yehush. Ça veut dire que d'après toi, si Shimon...
Hein? Il y a pas mal de Shimon sur une montre. Pardon? Non, mais non, attention, je parle d'un objet qui n'a pas de siman. Un objet qui n'a pas de siman, un objet qui n'a pas de siman dans un domaine public, ok? Quand est-ce que le problème commencera? Ça va se passer comme ça. Imagine-toi, donc Reuven a perdu sa montre à midi. Shimon l'a trouvé à 1h. Shimon vient au boulot avec la montre de Reuven, d'accord, à 2h. Reuven, à 2h, voit sa montre sur le poignet de sur le poignet de Reuven, de Shimon, pardon, et il fait ah ben voilà ma montre. Et voilà la question. Est-ce que Shimon peut dire à Reuven, écoute-moi fiston, si tu m'avais pas vu avec la montre, t'aurais fait Yehush, n'est-ce pas? Comment il aurait fait après? Alors, attends, une seconde. Étant donné que le Yehush va arriver obligatoirement, Quand tu vas... il va obligatoirement finir par arriver ce Yehush, n'est-ce pas? Ok. Tôt ou tard. Donc c'est comme s'il était déjà fait. À quoi ça ressemble? Un exemple très simple. Toi, tu prends un vase de porcelaine, tu habites au 15e étage. Je le casse. Non, tu le casses pas, tu le jettes par la fenêtre. Quelqu'un d'autre le récupère. Non. Moi je suis en bas avec une batte de baseball, d'accord? Et 1 mètre avant que le vase touche le sol, je donne un coup et je le casse. Est-ce que tu peux m'appeler au tribunal pour me dire que je t'ai cassé ton vase? Toi tu dis oui? Absolument. Non, Oui. t'avais aucun espoir quand tu l'as jeté qu'il Il y en a pas vu. Tu as déjà payé rouge avant, quand tu l'as jeté, Ok, écoute. automatiquement. Écoute. Sinon, Alors, mais par accident. Ouais. par accident c'est autre chose, évidemment. Mais il se De serait toute cassé dans tous les cas. façon, il serait cassé. Il serait cassé dans tous les Ce cas. sera avec Maja ou Sans la- sans avec- la balle, sans la il serait balle. cassé. Alors, très bien, donc tu es d'accord avec le raisonnement. Étant donné que le vase finira par être cassé, donc je considère même quand il est en plein air, il est déjà cassé. Le vase en plein air, il est déjà cassé. Ah, on le voit, il est entier. Non. D'après la halakha, le vase, il est déjà cassé. Alors peut-être qu'on peut dire la même chose ici aussi par rapport au cas du Yehush. Étant donné que quand tu... Donc là, c'est Shimon qui parle avec Reuven au boulot. Il lui dit, écoute, à midi, tu as perdu ta montre, n'est-ce pas? Tu n'avais aucun espoir de la retrouver. C'était dans la rue, c'était sur la 5e avenue. Il y a des milliers de gens qui passent. Aucun espoir de la retrouver. Quand tu te serais rendu compte que tu as perdu ta montre, tu aurais fait Yehush. Donc c'est un Yehush qui était obligatoire. Certes, à l'heure où j'ai trouvé la montre, donc il était 1h, tu t'es pas encore rendu compte que tu as perdu ta montre, donc tu n'as pas encore fait Yehush. Mais dans ton subconscient, tu as déjà fait Yehush. Donc cette montre-là maintenant elle m'appartient à moi. Est-ce que c'est un bon raisonnement? Ça s'appelle dans le lachon de la Gemara Yehush Shelomidat. T'as compris? Yehush Shelomidat. C'est un bon raisonnement. Un Yehush qui finira par arriver. Est-ce que c'est... Exactement, s'ils se connaissent pas du tout, si Reuven et Shimon ne travaillent pas, ou s'ils se connaissent pas et que le mec il va pas voir la montre. Mais attends, parce que tu me connais, alors du coup la montre, t'as pas fait Yehush. Alors quoi? Quel rapport tu me connais ou tu me connais pas? Pourquoi? Parce que tu me connais, tu pensais que j'allais... Est-ce que tu pensais que j'allais te chercher ta montre, moi? Non, mais Non, peut-être tu l'as mais trouvé c'est sur toi le qui l'as chemin. trouvé, c'est pas un truc qui t'appartient. Non, mais toi t'as perdu la montre, ok? Dans ta tête, tu savais pas que tu l'avais perdue. Mais à l'instant où tu vas te rendre compte que tu as perdu ta montre, tu vas pas m'appeler pour me dire est-ce que tu as trouvé la montre. C'est Non, évident. mais t'as pas Donc tout de suite tu vas dire veille. Veille les Chesronkis, ok? Mais je vais rencontrer. Maintenant tu as eu un gros coup de chance Voilà. que avant que tu aies eu le temps de faire le Yehush, avant que tu aies eu le temps de dire le Yehush, moi j'ai trouvé la montre. Alors Généralement, comment on dit? Là ça s'appelle un Yehush subconscient. Un Yehush qui était déjà là, mais tu ne savais pas que tu avais fait Yehush. C'est un Yehush Elomidaat. Alors là, c'est une grande marloquette, très grande marloquette. Yehush Elomidaat. Un Yehush qui est fait dans son subconscient. Est-ce qu'on considère ça comme un Yehush qui est déjà concret? Et donc celui qui prend la trouvaille avant que son propriétaire ait fait Yehush, la trouvaille lui appartient. Moi je dis non. Étant donné qu'il n'a pas encore fait Yehush, concrètement, il ne s'est pas encore rendu compte qu'il a perdu son objet. Toi, tu as pris la trouvaille. Comme je l'ai voulu. Eh bien, oui, exactement. Étant donné qu'elle est venue dans ta main, Be'issoura, par une interdiction, même si après il fait Yehush, C'est le roi. elle n'est pas à toi. C'est exactement le même. T'entends le chidouche ou pas? Regarde. C'est exactement Il a perdu le sa même. montre à midi. Moi, je l'ai trouvé à 1h. D'accord? On ne s'est pas rencontré au boulot. Il est rentré chez lui à 6h, il pensait que la montre était chez lui, il a cherché partout, il n'a pas trouvé à la maison.
il a crié Veil le Chesron Kis. Dommage, j'ai perdu ma montre. D'accord? Donc il a fait Yehush. Maintenant, moi j'ai levé à 1h la montre. Est-ce que le Yehush qu'il a fait à 6h a un effet rétroactif pour considérer que le Yehush a déjà eu lieu à 1h? Moi je pense que oui. Parce que ça, là, on est dans le même cas. Par exemple, on a assis deux personnes. Il a laissé son téléphone. Il tourne la tête, il prend son téléphone, je le mets dans ma poche. Il se rend compte qu'après. Non, mais ça, c'est que dans un endroit public où il n'y a pas de. C'est un cas, ça n'a rien à voir là. Si, c'est la même chose. D'abord, Si, c'est pas rendu compte. d'une d'abord, dans sa tête. Ah non. C'est pas rendu compte. Attends, Daniel. Première chose, son téléphone, il a beaucoup de simanim, tu sais. J'ai le même téléphone que lui. Non, mais tout le répertoire, tout ça, ça peut être des simanim. D'accord? Dans le cas de la Deuxièmement, dans le cas de la montre, si tu lui prends, lui dans sa tête, il a perdu dans un domaine privé, donc il sait qu'il y a un siman. Le makom, c'est un siman, tu sais, de dire j'ai perdu ma montre dans telle pièce, de tel. On a dit un endroit Public, c'est pas un siman. Mais comment il le sait qu'il a perdu? Public, c'est pas. Oui. S'il a perdu, comment il sait où il a perdu? Comment il sait où il a perdu? C'est très simple. Il a reçu un coup de fil 5 minutes avant de rentrer au cours. Ok. Et il s'est rendu compte qu'il a plus son portable après qu'il est sorti du cours. Donc il sait que. Il est arrivé, il a perdu plus de 2 heures, il est arrivé chez lui à la maison. Bon, en tout cas, ok, regarde. Est-ce que. Pour moi, c'est pas bon. Bien sûr, c'est différent. Je sais pas vraiment, tu l'as perdu. Oui, exactement, dans un public. Rouven, tu veux peut-être voir s'il y a un matzav d'emmener 2 personnes comme ça on a vite. Maintenant tout de suite? Enfin, dis redevenir maintenant comme ça. Je dis que Où tu vas? Je veux le faire. Où ça? Où tu vas? Chez toi là? Non, chercher. Là-haut? Ok, alors en ce cas-là, prends quelques sidourim comme ça le temps que tu reviennes. Et donc cette marloquette là, en fait, cette discussion, c'est une discussion qui est très ancienne. Mais il y a pas, par exemple, l'ami, il a vu la montre chez l'autre. S'il sait que ça va, l'embêter d'avoir perdu sa montre et de savoir que c'est lui qui l'a, est-ce qu'il ne doit pas forcément lui rendre? S'il a fait Yehush, c'est fini. Lionel? Dans le cas de Yehush inconscient. On considère inconscient. Le Yehush était chez l'Omida. Même si le gars, ça le déprime qu'il ait perdu la montre, mais ça change rien. À partir du moment où tu sais que ta montre tu l'as perdue dans un domaine public, tu l'oublies, c'est fini. Et qui c'est qui pense à sa montre? Il y a une loi qui disait que tant que tu n'as pas perdu espoir, elle t'appartient ta chose. Attention, dans un cas où tu perds pas espoir, mais la Gemara nous dit quand est-ce que tu perds espoir et quand tu mens. Tu peux dire jusqu'à demain que tu perds pas espoir. Alors, moi j'ai perdu ma montre, c'est vrai. Exactement à Simchat Torah. Où ça? Dans une synagogue. T'as perdu chez toi à la maison? Mais alors, il n'y a aucun problème. Ça, là on te croit. Là on te croit parce que le fait que tu aies perdu ta montre. Il y a le siman de la maison. Bien sûr, d'abord c'est chez toi, hein, c'est dans ton reshoot. Il y a des simanim. Non, je te dis, c'est comme quelqu'un qui perd sa montre. On a parlé la semaine dernière, quelqu'un qui perd sa montre, il était dans un bateau, il a perdu sa montre dans la mer. D'accord? Et il crie qu'il ne fait pas Yehush. Il crie, je fais pas Yehush. Je vais la retrouver, un de ces 4. D'accord? Et un plongeur qui vient et qui la retrouve. Eh ben, il n'est pas obligé de lui rendre. Pourquoi? Parce que quand on perd quelque chose dans la mer, il a forcément fait Yehush. Sauf qu'il crie. Hein? Quoi? Au Maroc, tu trouves toujours des choses dans les bassins. Ok, donc là, on va juste lire les mots de la. Là, c'est une marloka entre Abaye et Rava, et ça fait partie des cas uniques. En général, la halakha est toujours comme Rava. Quand il y a une marloka entre Abaye contre Rava, la halakha est toujours comme Rava. Il y a 6 cas qui sont résumés par les abréviations Ya'al Kagam, Yud, Ain, Lamed, Kouf, Gimel, Mem. 6 cas que la halakha, elle est comme Abaye contre Rava. Et ça, c'est un des cas. Alors, venez, on étudie ça. Donc, c'est dans la Yehush Elomidat. Abaye Amar la Have Yehush. Ve Rava Amar Have Yehush. Lorsque c'est un Yehush Elomidat, Abaye nous dit. Donc, je récapitule, c'est quoi le cas Yehush Elomidat?
c'est que quand tu as trouvé l'objet, le propriétaire ne s'était pas encore rendu compte qu'il l'a perdu. Mais lorsqu'il va s'en rendre compte, il va assurément faire Yehush. Il va faire Yehush obligatoirement parce que l'objet se trouve dans un domaine qu'on fait Yehush. Mais chronologiquement, il n'a pas encore fait Yehush. Alors, est-ce que l'objet m'appartient parce que dans le futur, il finira par faire Yehush ou non? C'est clair, Rouven? Michael, c'est clair? T'as compris, oui, tout est clair. Le cas il est facile. Ok, donc il y a Machlok entre Abaye et Rava. Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Abaye Amar la have Yehush, Rava Amar have Yehush. Donc c'est Machloket. Abaye nous dit que non, étant donné que à l'instant où tu as trouvé l'objet, le propriétaire ne l'avait pas encore abandonné, eh bien tant pis pour toi. Même si tu as trouvé l'objet dans un domaine public, dans une rue où il y a des milliers de gens, eh bien le Yehush qui fera plus tard ne te donne pas la possibilité d'acquérir l'objet. Ok? Abaye dit que c'est pas bon. Abaye dit que là, avait Yehush. Et qu'est-ce qu'il dit Rava? Ah, Godine. Oui, as soon as a minion, we start. Qu'est-ce qu'il dit Rava? Rava nous dit have Yehush. Étant donné qu'il finira par faire Yehush quand il va s'en rendre compte, eh ben, le fait qu'il finira par faire Yehush, ça fait que dès maintenant, c'est comme s'il a déjà fait Yehush. Dans ce cas, on suit Abaye. La règle quand Abaye. Abaye, il dit que dès maintenant, on fait Yehush. Non, Abaye, ça veut dire il fera que- Yehush jusqu'à 6 heures, mais toi, tu as trouvé la montre à 1 heure. Oui. D'après Abaye, il dit tu regardes l'instant où tu as trouvé la trouvaille. À 1 heure. Donc, tu n'as pas le droit de À 1 heure, il a fait Yehush ou pas? C'est bon? Non. Bon, non. Donc, la montre t'appartient pas. Et quand tu sais, tu peux jamais savoir quand, vraiment. Ah, tu peux savoir. Tu peux savoir si tu l'entends crier comme ça dans toute la résidence, tu l'entends crier un mot comme ça qui veut dire qu'il a fait Yehush, d'accord? Il crie. Le mec, ça va pas être forcément ton voisin. Non, dans un cas où, si tu l'entends crier, dommage, j'ai perdu. Ok, on va s'arrêter là, on va faire un vite et on continuera. À bientôt.